C'est l'info, l'invité de la semaine. Le Premier ministre indien Narendra Modi vient de terminer une tournée en Palestine et dans le Golfe. Les buts sont diverses, mais l'ambition, elle, est la même, faire passer le message que l'Inde est un partenaire de choix pour l'avenir et politiquement assez souple. Par ailleurs, l'Inde deviendra cette année la 5e économie mondiale en dollars courants, devant la France et le Royaume-Uni, et affiche une croissance moyenne annuelle de plus de 7% depuis 2014, ce qui en fait le pays le plus dynamique du G20. On va en parler avec Olivier Dallage, qui est journaliste, écrivain et qui publie l'Inde, désir de puissance aux éditions Armand Collin. Alors Olivier Dallage, l'année 2018 est-elle celle du tournant géopolitique pour l'Inde et ses ambitions sont-elles réelles? Il y a une confirmation d'une affirmation que l'Inde est aujourd'hui un acteur majeur sur la scène internationale. Alors peut-être pas autant que l'Inde voudrait être reconnue, et c'est pour ça aussi que Narendra Modi s'active sur la scène internationale en multipliant les voyages dans le monde entier. Mais oui, il n'y a pas de doute qu'il y a une accentuation de cette volonté de puissance qui se manifeste par ces voyages diplomatiques. Oui, et alors quelle est la formule clé de la diplomatie indienne et quels en sont ses alliés principaux, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest? Alors c'est intéressant que vous parliez de formules parce que Narendra Modi affectionne les formules. Donc par exemple, il avait hérité du Parti du Congrès un concept né dans les années 90 qui est la Look East Policy, regarder vers l'Est, donc sur les relations avec les pays d'Extrême-Orient, et il l'a transformé en Act East Policy, agir à l'Est. Et pas sûr que le changement soit vraiment qualitatif, mais c'est une formule. De la même façon, pour les relations avec les pays du Moyen-Orient, le slogan c'est Think West, pensée occidentale, qui existait d'ailleurs avant Narendra Modi. Et puis il y a son fameux Make in India, c'est-à-dire venez fabriquer en Inde. Donc c'est pas juste acheter indien, mais venez fabriquer en Inde parce que l'Inde veut produire et a besoin d'investissements directs. Donc toute cette stratégie diplomatique vise effectivement à concourir au développement économique de l'Inde. Oui, et alors venez fabriquer en Inde, c'est un contrepoids face à la Chine que l'on surnommé l'atelier du monde il y a 10 ans. Je suis pas sûr que ce soit uniquement comme ça qu'il faut le voir, c'est-à-dire que vraiment l'Inde a besoin de capitaux et de transferts de technologies, veut produire, mais n'a pas dans tous les domaines les investissements nécessaires ni les technologies, et donc en associant les acteurs extérieurs, mais d'une manière beaucoup plus active qu'un simple partenariat joint venture, en leur demandant de venir fabriquer sur place et de transférer leurs technologies et d'investir leurs capitaux, tout en leur donnant des facilités de rapatriement de leur argent qui n'existaient peut-être pas au même niveau précédemment. L'Inde veut accélérer son développement. Je crois qu'il s'agit essentiellement d'assurer la richesse de l'Inde pour aussi faire diminuer la pauvreté. Oui, alors en janvier dernier, Narendra Modi était la grande star, le grand invité du forum économique à Davos qui s'est tenu donc le mois dernier. Ce mouvement à l'ouest est-il finalement un moyen pour l'Inde de se repositionner face à l'est asiatique et de chercher des levées de croissance et en même temps de s'affirmer dans la zone asiatique comme un leader clé? On sait que l'Inde par exemple ne fait pas encore partie de l'ASEAN et qu'elle aimerait l'intégrer. Sur l'ASEAN, je suis pas entièrement d'accord. Je pense que les pays de l'ASEAN lui ont proposé il y a déjà un certain temps d'intégrer l'ASEAN et que c'est l'Inde qui a préféré avoir un statut associé, qui lui convient pour le moment. Et pour l'Inde, il ne s'agit pas de choisir entre l'Ouest et l'Est. L'Inde veut être, comme on dirait aujourd'hui en France, en même temps à l'Est et à l'Ouest. Il est intéressant effectivement que Modi ait été le principal orateur d'ouverture du forum de Davos. Il faut rappeler que l'an dernier c'était Xi Jinping, donc numéro 1 chinois, qui lui aussi plaidait pour la mondialisation face à une Amérique repliée sur elle-même depuis l'élection de Trump. Maintenant, la mondialisation vue par l'Inde, c'est un petit peu à la carte. C'est-à-dire que l'Inde est favorable à la mondialisation quand elle en profite, c'est-à-dire la possibilité d'exporter ces médicaments génériques et d'une manière générale de bénéficier également
de la délocalisation des entreprises étrangères. On pense aux entreprises américaines et britanniques qui mettaient leur centre de téléappel en Inde. Mais elle est assez protectionniste dans différents domaines parce qu'elle est également productrice et n'est pas toujours compétitive dans tous les domaines. Donc elle est des deux côtés à la fois de cette barrière sur protectionniste ou anti-protectionniste. Oui, c'est clair, hein, puisque après avoir donc effectivement vivement défendu cette mondialisation, le Premier ministre indien, dans le cadre de son budget 2018, a relevé par exemple les droits de douane sur une longue liste de produits comme des compteurs électriques, des pièces automobiles, des smartphones, des caméras, des télés, des chaussures. Donc effectivement, on voit que l'Inde joue un double jeu. Pour rappeler à nos auditeurs, l'Inde est productrice de quel type de matières premières aujourd'hui ? Textile, mais l'Inde est aussi concurrencée par d'autres pays. Bon, le coton, on pense en particulier au coton, hein, traditionnellement, mais il y a d'autres producteurs de coton, et surtout les cultivateurs sont dans une situation financière désespérée. Il y a de très nombreux suicides d'agriculteurs, et ça explique aussi ce protectionnisme. Narendra Modi est probablement plus partisan du libre-échange, économiquement. Il se situe plutôt dans une logique libre-échangiste, mais politiquement, il ne peut pas se le permettre parce que tout simplement, la pauvreté des agriculteurs et d'une manière générale des petits commerçants serait aggravée si toutes les barrières douanières étaient levées brusquement au nom du libre-échange. Donc il y a effectivement une sorte de double discours de la part de l'Inde. Ça n'est pas nouveau, c'était également le cas sous le gouvernement précédent, parce que politiquement, ils ne peuvent pas se permettre un total libre-échange qui écraserait une partie très très importante de la population. Oui, alors justement, sur la scène nationale, comment est perçu le gouvernement de Narendra Modi ? On rappelle que la République indienne est composée d'un chef d'État et d'un Premier ministre, hein, un système hérité du système parlementaire britannique. Modi lui-même reste assez populaire, on lui reconnaît son activisme, il ne dort pratiquement pas, il est debout très tôt, il n'arrête pas de voyager, pas seulement à l'étranger, mais même en Inde. Il a un charisme réel, il arrive à faire croire que des programmes déjà anciens ont été inventés depuis son arrivée au pouvoir. En revanche, son parti, le BJP, a pas mal déçu. Sa politique économique n'est pas à la hauteur de ce que beaucoup dans les milieux d'affaires espéraient. Les tensions intercommunautaires sont aggravées par l'ambiguïté, pour ne pas dire davantage, que le gouvernement de Modi manifeste vis-à-vis des extrémistes hindous, qui sont pour certains d'entre eux assez proches d'eux, et donc la campagne de défense de la vache qui a fait des victimes parmi les musulmans ou les intouchables, qui sont battus parfois à mort par des brigades volontaires de défense de la vache dans une tradition du nationalisme hindou dont Modi est l'héritier. Donc c'est un peu contrasté. Cela dit, il a la chance de ne pas avoir pour l'instant une opposition qui est en état de le menacer, donc très probablement, à moins qu'il y ait des gros changements, son gouvernement sera reconduit après les élections de 2019. Oui, et puis alors Olivier Dallage, évidemment le potentiel principal de l'Inde, il tourne autour de son capital humain. L'Inde pourrait devenir la 3e puissance économique du globe en 2032, voire la première en 2050, lorsque ce fameux sous-continent, comme l'on peut encore aujourd'hui l'appeler, comptera 1,7 milliard d'habitants. Néanmoins, on relève des défis gigantesques, hein, puisque le pays doit réaliser d'immenses transformations, parmi lesquelles lutter contre des performances de systèmes éducatifs primaires et secondaires qui sont aujourd'hui désastreuses, beaucoup de mortalité infantile, et puis la défaillance des infrastructures et ainsi que le haut niveau de corruption, ce qui veut dire que la gouvernance sera primordiale quant à l'avenir de ce capital humain. Elle est absolument primordiale, et le problème, c'est que ces points que vous avez évoqués, en particulier les indicateurs de santé et d'éducation, sont quand même pas des priorités du gouvernement actuel. Or, ils conditionnent absolument le rôle et la place de l'Inde dans les décennies qui viennent. Sur les infrastructures, des efforts réels sont faits. Ça prendra du temps, mais c'est en cours de résorption. Mais les soins pour tous et une éducation généralisée, ça reste de l'ordre de l'incantation. Les budgets ne sont pas au rendez-vous, et c'est un vrai problème. Deuxièmement, quand vous dites l'Inde sera peut-être la 3e puissance dans les années 50,
C'est déjà le cas en réalité. Si on prend les chiffres de la Banque mondiale qui calculent le PIB non pas de façon nominale en dollars, mais en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire ce que permet localement d'acheter le revenu, l'Inde est déjà le 3e pays du monde. Et ça, c'est un point très important. Le dernier point, c'est que la population indienne, qui dépassera la population chinoise aux alentours de 2025, c'est un atout aujourd'hui parce que ça fait de l'Inde un pays jeune, dynamique, mais s'ils ne prennent pas les moyens de prévoir la sécurité sociale, les retraites et le problème de la dépendance pour les personnes âgées à l'horizon 2040-2050, ça peut peser très 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 lourd sur l'Inde, comme ça commence déjà à peser sur l'économie chinoise. Merci beaucoup Olivier Dallage d'avoir répondu aux questions de C'est l'Info sur effectivement l'Inde qui pourrait donc à terme devenir la première puissance économique mondiale. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain et que vous publiez L'Inde, désir de puissance aux éditions Armand Collin si vous auditeurs souhaitez en savoir plus. Merci beaucoup Olivier Dallage. Merci.